Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et pour m'accompagner jusqu'à 20h, Victor Hérault, bonsoir. Bonsoir, mon cher journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir, Joseph Massescaron. Merci d'être avec nous aussi. Et bonsoir, Monseigneur Mathieu Rouget. Bonsoir et bonsoir à tous vos auditeurs. Merci d'être avec nous. Évêque de Nanterre, vous avez écrit une tribune poignante dans le journal du dimanche, appelant à... j'allais dire au renoncement, mais en tout cas, on ne sait pas s'il va y avoir un renoncement, mais en tout cas, à réfléchir sur ce texte fondamental sur la fin de vie. Avant que nous abordions le sujet, je vous propose d'écouter Emmanuel Hirsch, professeur émérite d'éthique médicale et membre de l'Académie de médecine. Il était sur Europe 1 ce matin. Aujourd'hui, ce qui va se présenter dans le débat au Sénat, c'est pour ou contre l'euthanasie. Quand on dit il y a un encadrement, effectivement, les sénateurs ont voulu mettre un peu plus de prudence. Mais quand on sait que toutes les prudences qui avaient été évoquées, y compris à l'Assemblée nationale, ont été révoquées, c'est-à-dire tous les amendements qui allaient dans le sens d'un arrangement qui permette vraiment de contrôler les choses, avec par exemple l'approche spécifique des maladies psychiatriques, avec le délit d'entrave. Aujourd'hui, si une personne fait une tentative de suicide et puis qu'une personne, un médecin ou un soignant, l'incite à plutôt aller dans le sens de la vie, il peut être mis en cause. Je vis auprès de personnes en situation de vulnérabilité et qui attendent de notre société une réponse. Et depuis des années, plus on évolue, plus je comprends que la réponse, c'est certainement pas l'euthanasie, c'est-à-dire vous n'avez plus votre place parmi nous. Quand on entend Emmanuel Hirsch, Mathieu Rouget, on a l'impression que ce texte, il est voulu, en tout cas tel qu'il est conçu, avec effectivement ce délit d'entrave, etc. On a l'impression qu'on a envie de le faire passer au forceps. Alors, en tout cas, c'est très impressionnant de voir que des personnalités aussi éminentes, expérimentées, proches du monde de la vulnérabilité, comme Emmanuel Hirsch, et puis on pourrait en citer beaucoup d'autres, Bien sûr. eh bien, sont très très vigoureusement opposés à cette proposition de loi telle qu'elle est sortie de l'Assemblée nationale et telle qu'elle est sortie aussi peu modifiée, pas assez retravaillée par la Commission des affaires sociales au Sénat. Et donc je pense qu'au seuil de ce débat, c'est très important que soient vraiment pris au sérieux les avertissements éthiques de personnalités comme Emmanuel Hirsch. Et mes réserves d'évêque, avec tous mes confrères, on a signé une grande tribune qui est parue la semaine dernière dans la Croix. Ce ne sont pas d'abord des réserves confessionnelles réservées aux catholiques et aux croyants, ce sont des réserves humaines, de sagesse humaine, éthiques, que nous partageons avec beaucoup d'autres, avec aussi Jean Leonetti, qui est l'auteur de la loi qui porte son nom et qui n'est pas croyant. Et ensemble, nous voulons défendre le principe d'humanité et le principe de fraternité. Comme je le disais dans le journal du dimanche hier, il n'est pas légitime de se réclamer de la fraternité pour ce texte. La fraternité, ce n'est pas donner la mort, c'est accompagner la vie. Mais vous avez été évêque au Parlement, donc vous avez connu, vous avez été aumônier des parlementaires. Vous connaissez parfaitement le fonctionnement du Parlement, comment ça se passe, comment un texte passe d'une chambre à l'autre et qu'après il revient à l'Assemblée nationale. Vous voyez bien que même si les sénateurs l'examinent, après ça revient à l'Assemblée nationale, j'allais dire presque avec le même dogme, avec la même intention. Est-ce que vous croyez à quel point les sénateurs pourront, j'allais dire, freiner cette volonté d'aller jusqu'au bout? Mieux les sénateurs feront leur travail cette semaine, plus on peut espérer que en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, il y ait quand même une montée en qualité. Et il s'agit de vivre pleinement le processus démocratique. Vous savez, moi je me rappelle très bien le processus pour la première loi Leonetti. Je me rappelle de députés qui au départ, dans la commission spéciale, étaient très opposés sur la marche à suivre, et finalement le rapport Leonetti avait été adopté à l'unanimité de Christine Boutin à Patrick Braouzek, qui était à l'époque le député maire communiste de Saint-Denis. Et donc je pense que si on fait bien le travail, il peut se passer des choses. D'autant plus que nous savons bien que nous sommes une période de fragilité gouvernementale. Nous en sommes, je crois, au 8e ministre de la Santé depuis 3 ans, sans compter les ministres délégués. Donc il y a eu au moins 3 ministres différents déjà sur ce texte. D'ailleurs, je suis étonné de voir que la ministre de la Santé, cette semaine, aura sans doute l'esprit occupé surtout par sa campagne électorale, puisqu'elle est entre 2 tours d'une législative partielle dans le Loiret. Et donc, voilà, les choses peuvent bouger. Et moi, vraiment, j'espère que les sénateurs, encore plus en commission, pourront, sur un certain nombre de points, faire vraiment évoluer ce texte. Joseph Massescaron. Est-ce que vous pensez quand même que on a l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience qui s'est faite, qui s'opère progressivement par rapport à lorsque le
le texte a été déposé pour la première fois, lorsqu'on a eu connaissance? Oui, je suis heureux que vous disiez cela. Je constate Il est plus optimiste que moi. je constate qu'il y a un travail de fond qui se fait. Je pense par exemple à plusieurs notes excellentes publiées par la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol. L'une qui d'ailleurs remet un peu en cause l'affirmation selon laquelle il y aurait une demande absolument unanime de la société pour aller vers l'euthanasie, et puis d'autres sur le handicap et l'euthanasie, le monde psychiatrique et l'euthanasie, la gériatrie et l'euthanasie. Et chaque fois se construit un peu un même regard en montrant comment une sorte d'idéologie validiste, c'est-à-dire qui ne ferait vraiment place dans la société qu'aux personnes valides, eh bien est sous-jacente à ce texte. Et puis tous aussi évoquent, et ça participe, je pense, de la prise de conscience que vous évoquez, les dérives, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, et maintenant au Canada et au Québec, où en quelques mois, 10% des morts sont des morts provoquées. C'est-à-dire qu'au début, il faut une cause gravissime, et puis finalement en Belgique, on s'aperçoit que dès lors qu'on a mis le pied dans l'entrebâillement de la porte, toute demande est passée au crible, en tout cas examinée, et parfois effectivement on se demande si ça se justifie. Il y a une manière d'écrire la loi, et de fait au Sénat il y a eu des restrictions en commission par rapport à ce qui avait été voté à l'Assemblée. Mais c'est vrai que des notions comme le pronostic vital à court et moyen terme sont des notions extrêmement floues. Tous les auditeurs savent bien que quand on accompagne une personne en fin de vie, on peut entendre le médecin nous dire il y en a pour quelques jours, et puis ça va durer un peu plus longtemps. Donc on est dans des réalités extrêmement mouvantes. C'est un sujet extrêmement sensible sur lequel moi je ne souhaite pas avoir de formule à l'emporte-pièce. C'est pas ce que je vous demande, Mathieu. Non, mais j'entends bien, mais tout ça, je suis heureux de redire aux auditeurs, vous voyez, on n'est pas là pour rien n'est simple dans l'accompagnement de la fragilité. Mais il y a un impératif de fraternité pour que nous soyons vraiment dans une société de fraternité et d'espérance, comme vous le dites dans le JDD. Ce dont on parle peu, ce sont aussi les regrets. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui ont accompagné en disant tiens, il y a ce système dans certains pays d'euthanasie, appelons un chat, et qui après disent finalement, qui regrettent énormément d'être allés jusqu'à ce stade, qui est évidemment irrémédiable. Vous avez évoqué l'époque où ma mission était notamment d'être, comme curé de Sainte-Clotilde, disponible pour les parlementaires, et je me rappelle un sénateur, médecin, à l'époque centriste, à l'époque président de la commission des affaires sociales, qui était un homme plutôt libéral dans son approche éthique, qui un jour avait dit à tout un groupe que j'avais réuni, dans ma vie de médecin, il m'est arrivé une fois de forcer délibérément sur les doses, et voilà pourquoi je ne le referai jamais. Et j'avais été très marqué par ce témoignage. J'espère que c'est pas le secret de la confession. Non. Victor Hérault. Il y a le secret des sources, en tout cas. Soyez rassurés. Est-ce que vous considérez que l'accélération de la vie politique aujourd'hui empêche aux parlementaires, puisque vous avez exercé auprès d'eux, de prendre le recul, de regarder le temps long, voire même de traiter correctement ce sujet qui peut-être est un peu passé sous d'autres sujets? Je pense au budget, je pense à l'actualité internationale, je pense à la crise politique et tout un tas d'autres sujets. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui les parlementaires peuvent trancher sur un sujet aussi complexe que celui-là? Alors il me semble quand même que le débat prend son temps, puisqu'il a démarré il y a quand même pas mal de mois. Et puis le rythme parlementaire se poursuit, et il y a une prise de conscience de la société. José Mascarron le disait à l'instant. En revanche, je pense que la vraie difficulté pour aujourd'hui, c'est l'instabilité gouvernementale, alors qui est liée à la situation politique inédite que nous connaissons en France aujourd'hui, mais aussi parfois par des changements de ministres presque arbitraires. Alors, il y a aussi parfois ceux qui ont pris position contre l'euthanasie. Je pense à M. Braun, qui s'est encore réexprimé sur le sujet récemment, urgentiste, et qui a été brièvement ministre de la Santé. Mais il y a une telle instabilité que même pour le dialogue des différentes forces de la société, parmi lesquelles se trouvent les églises, eh bien, les interlocuteurs changent tellement vite qu'on n'a même pas le temps de prendre rendez-vous, qu'il faut déjà solliciter un rendez-vous avec son successeur. Donc là, il y a quelque chose qui est compliqué, et Jean Leonetti, qui est d'une détermination vraiment sans restriction sur ce sujet,
a exprimé assez fortement il y a quelques jours le fait que si on n'arrivait pas à s'occuper de la vie des Français aujourd'hui, ce serait quand même le comble qu'on s'occupe de manière permissive de leur mort. L'évêque de Nanterre, Mathieu Rouget, l'invité d'Europe 1 Soir. Vous restez avec nous dans un instant. On revient justement pour parler de ce sujet éminemment sensible. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Victor Hérault de Valeurs Actuelles, avec Joseph Passescaron. Nous sommes avec Monseigneur Mathieu Rouget, l'évêque de Nanterre, pour parler de ce texte sur la fin de vie qui revient demain au Sénat. Et on disait juste avant la pause publicitaire, Monseigneur, en tout cas, vous disiez que vous espériez des sénateurs qu'ils travaillent suffisamment bien pour qu'en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le débat soit un peu plus apaisé et qu'on réfléchisse à ce sujet qui, on peut le dire, va plonger, si le texte est adopté, la France dans une autre forme de civilisation, dans une autre forme de pensée, dans une autre forme de la vie, la mort. En fait, tout devient plus facile. Je ne veux pas dire qu'on est comme sur un algorithme ou comme sur un ordinateur ou comme sur une appli téléphone, mais ça y ressemble quand même. Alors, beaucoup soulignent que voter l'autorisation de la mort provoquée serait une rupture anthropologique grave. Et je le crois aussi, et nous l'avons redit avec tous mes frères évêques à de nombreuses reprises et encore tout récemment. Après, immédiatement, la vie continuera. Et ce que je pense, il est important de comprendre, c'est que de manière assez insidieuse, les ruptures éthiques génèrent de la rupture sociale, génèrent de la violence. Vous voyez, on vit dans une société extrêmement violente. Et on a l'impression que de plus en plus jeunes, certains de nos concitoyens ont, au fond, perdu le sens de la valeur de la vie. Rappelez-vous, il y a quelque temps, un jeune qui avait commis le meurtre d'un professeur, je crois, un peu sans savoir pourquoi il le faisait, ce qui était effrayant. Et je crois que, peu à peu, on introduit un défaut de prise en compte du respect dû pour chaque vie. Et donc, ce texte-là n'aggravera que les choses. La transgression éthique génère de manière latente, cachée souvent, de la violence sociale. Donc rien ne changera du jour au lendemain. Mais il y a un glissement anthropologique qui en fait fragilise notre pacte social. Joseph. Le glissement anthropologique, c'est ce que vous expliquez très bien dans la tribune que vous avez donnée au JDD, c'est-à-dire c'est en effet l'injonction sociale qui va peser sur les plus vieux et les plus fragiles. Cette injonction sociale qui va, pour le coup, parce que il y a un leurre. Le leurre, c'est de présenter ça comme relevant de la liberté personnelle. Et l'injonction sociale, en fait, elle est là. C'est-à-dire, elle est là. Et ce qui me frappe par là, pardon de témoignage, c'est que les médecins que j'ai vus, qui me parlent, qui ne sont pas d'ailleurs forcément chrétiens, mais qui me disent, qui accompagnent des personnes en fin de vie, déjà, la pression, avant même que le texte soit voté, la pression qu'ils ont des familles, il faut le dire, qui disent en substance, non mais attendez, là on peut y aller. Pardon ? Oui, là on peut y aller. Le texte va bientôt être voté. Et ça, je pense que... Est-ce que les politiques ont conscience de ça ? Mathieu Rouget. Je ne suis pas sûr, même s'il y en a aussi certains qui sont très courageux. Et d'ailleurs, de tous les côtés de l'hémicycle, de manière inégale. Mais moi, j'étais frappé de voir à l'Assemblée nationale un certain nombre de députés du groupe central, par exemple, qui ont peu à peu évolué dans leur positionnement et ont pu parfois être très vigoureux contre ce texte-là. Et donc, c'est pour ça que je ne désespère jamais d'aucun débat ni de personne. Mais c'est vrai que depuis le début, c'est quelque chose que beaucoup d'acteurs de terrain disent. La loi vaudrait d'une manière ou d'une autre un peu injonction à ne pas peser sur la société. Et notre exigence de fraternité, c'est vraiment tellement important, en plus pour la France, avec son histoire, son rapport aux questions sociales, à la prise en compte des plus fragiles, eh bien, ne peut pas accepter cela. Nous sommes une terre dont la vocation est de vivre une fraternité exigeante. Vous avez parlé des différents ministres de la Santé qui changent souvent. Vous en avez compté 8. Il y en a un qui ne change pas, c'est le président de la République. Il est à son 2e mandat. Et corrigez-moi, mais j'ai l'impression que cette idée de la fin de vie, c'était un marqueur de son premier quinquennat. Alors, d'abord, moi, ce qui m'a frappé plusieurs fois, c'est que je pense que François Hollande, par exemple, avait annoncé que
un marqueur de son quinquennat serait ce qu'il appelait la mordigne, et finalement, il n'y est pas allé. C'est ce qui fait il a renoncé. C'est ce qui fait que sur beaucoup de choses d'ailleurs, mais sur ça aussi. Je reste plein d'espérance, même si la situation est très difficile aujourd'hui. Quant au président de la République, il a rassemblé peu de temps avant de présenter son projet une énième fois des médecins, mais aussi les représentants des cultes. Et ce jour-là, c'est moi qui représentais l'Église catholique. Et à sa manière singulière, il nous a dit « Moi, je ne veux pas ouvrir un nouveau droit, ni une nouvelle liberté, mais je veux seulement ouvrir une possibilité. » Alors évidemment, on voit quand même les limites du fameux « en même temps », parce que quelle est la différence entre une possibilité et un droit, une liberté ? Le président de la République a dit qu'il voulait rester dans la voie française ouverte par Jean Leonetti, mais il est clair que là, on en sort vraiment. Et alors, c'est difficile à savoir les intentions qui habitent le cœur de qui que ce soit. Vous n'avez pas eu la chance de lui parler directement sur ce sujet ? Si, je lui ai parlé directement sur le sujet. Et quelle impression vous avez, sans vouloir bien sûr trahir vos conversations privées avec le président ? Alors, en l'occurrence, c'était pas une conversation privée, puisque nous étions une vingtaine autour de la table, avec le grand rabbin, avec le président de la Fédération protestante, avec un certain nombre de médecins. Eh bien, lui avait sans doute l'impression d'ouvrir une voie d'équilibre, mais ce que moi je pense, et ce que pensaient aussi pas mal de personnes autour de la table, responsables religieux ou médecins également, c'est que il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas ménager la chèvre et le chou. Intégrer le geste létal à la démarche du soin, c'est quelque chose de contre nature. Et donc, ça ne peut pas être comme cela qu'on répond aux questions qui se posent et qu'il faut prendre au sérieux, d'un meilleur accompagnement, des douleurs réfractaires et de beaucoup de sujets très sensibles. Mais la manière juste de répondre à ces situations limites, cela doit être à l'intérieur du respect inconditionnel de la vie de chacun. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On lui dit, vous êtes on a parlé plusieurs... On a parlé très, très clairement les uns avec les autres, et ce jour-là, ils avaient demandé de lui écrire ensuite nos réflexions par rapport à son projet. Vous avez senti une inflexion après votre discours ? Je ne dirais pas cela. C'est parfaitement clair, Victor Ayrault. Monseigneur, j'aime votre idée de du glissement anthropologique, de la transgression éthique qui accompagne une certaine violence dans la société, une certaine désensibilisation, peut-être un rapport plus distancié à la mort, plus abstrait. La question que je voudrais vous poser, c'est dans une démocratie comme la nôtre, oublions le Parlement, peut-être l'Assemblée, etc., une démocratie directe, je veux dire, du point de vue de l'opinion du peuple, que peut-on faire vis-à-vis de ce genre de transgression éthique si le peuple devient de plus en plus violent et se fait à l'idée de ces transgressions éthiques ? Est-ce qu'on peut l'empêcher de le vouloir et d'amener ce genre de loi ? Alors moi, je suis vraiment un partisan de la démocratie représentative, parce que précisément, la représentation permet la médiation du débat posé. Et encore une fois, pour moi, j'ai très souvent cité la démarche de la commission Gors-Leonetti il y a plus de 20 ans, comme exemplaire d'un travail parlementaire et démocratique ajusté, où le fait d'écouter très attentivement la société permet de parvenir à un équilibre vertueux. Alors, voilà, après, la société française est ce qu'elle est, la majorité politique actuelle est ce qu'elle est, et donc il y a des éléments qui échappent disons, à la perception éthique d'une partie de notre société aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que le travail politique se fasse de la manière la plus sérieuse possible et qu'on prenne au sérieux. Moi, je suis frappé de voir quand même un certain nombre de personnalités à la fois éminentes et de terrain, croyantes ou non, et très souvent non croyantes, qui nous disent attention, il y a un véritable danger à franchir un seuil de transgression, et je pense que l'honneur des sénateurs cette semaine, et puis des politiques dans les semaines qui suivront, sera de prendre très au sérieux ces avertissements qui sont la voix de personnes qui sont vraiment aux avant-postes du principe d'humanité. Joseph Massescaron, une dernière question. Vous avez parlé des fascicules qui ont été faits par la Fondation, par la Fondapol. Dedans, je me souviens bien, qui était également pointé l'arrière-pensée économique possible derrière cette loi. Alors, c'est
manifeste que accompagner vraiment les personnes en grande fragilité en fin de vie, c'est un coût pour la société. Oui. Mais c'est le prix de sa dignité. Alors, ce matin même, sur votre antenne, il y a eu l'éditorial de Vincent Trémolet de Villers qui évoquait ce point. On voit que certains organismes d'assurance, etc., sont assez engagés, favorables à ce texte-là. Bien sûr. Et donc, certains vont penser que c'est trop cher pour notre société d'accompagner les personnes en grande fragilité. Mais moi, je dis et je répète que c'est vraiment le prix de la dignité de notre société, et c'est aussi le prix de cette fraternité sociale qui est la condition de possibilité de la vie en commun. Et donc c'est indigne de penser de cette façon, puisque si je retourne votre propos. Je n'aime pas... si vous avez parlé de dignité, donc... Il y a une question de dignité objective. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur qui que ce soit. Moi, je veux que chacun puisse progresser sérieusement dans le débat. En revanche, pour notre responsabilité collective, notre dignité, c'est d'accepter de porter les personnes en grande fragilité. Merci beaucoup, Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, d'avoir été en direct sur Europe 1.